Auteur de livres à succès, la conférencière et thérapeute Lise Bourbeau déclare que tout problème physique, émotionnel et mental proviendrait de 5 blessures principales. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Afin d'éviter la souffrance attachée à ces blessures originelles, nous créerions des masques qui nous permettraient de prétendre que nous ne sommes pas blessés par ces dites blessures. Lise Bourbeau a ainsi dressé un portrait de ces masques, chacun correspondant à une blessure spécifique. Cependant, si ces masques nous ont permis de survivre et de nous adapter, enfants, à notre environnement, ces masques seraient aussi des obstacles à notre épanouissement personnel. Lorsque nous portons ces masques, nous ne sommes plus nous-mêmes, nous dit Lise Bourbeau. Nous finissons souvent par croire que ces masques empruntés sont partie intégrante de notre personnalité, alors qu'en fait, ils ne sont que des moyens mis en place pour nous protéger d'une souffrance que nous pensons, à tort, ne pas pouvoir supporter. S'ils sont une protection, alors pourquoi les abandonner? Car en plus d'empêcher d'être soi-même, ces masques seraient également le moyen le plus sûr d'entretenir nos blessures originelles. Masque de survie ou masque de souffrance? Enfant, lorsque nous avons osé être nous-mêmes, agir comme bon nous semblait, nous avons vite compris que cela dérangeait le monde environnant. Nous avons vite déduit qu'être soi n'était pas bien. C'est ainsi que nous nous sommes créés une nouvelle personnalité pour pouvoir non seulement survivre, mais également être acceptés, voire être aimés. Selon l'auteur Lise Bourbeau, la mise en place d'un masque suit 4 étapes. La première étape est celle où nous découvrons la joie d'être soi et de pouvoir agir. La deuxième étape correspond à la douleur ressentie lorsque nous nous apercevons que nous n'avons pas le droit d'être nous-mêmes. La troisième étape est celle de la crise, de la révolte et de la colère ressentie face à notre impossibilité de pouvoir nous exprimer. Certaines personnes d'ailleurs demeurent dans cette troisième étape enlisées, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état de réaction continuelle. La quatrième étape est celle de la résignation et surtout de l'adaptation. Afin de réduire la douleur que l'enfant ressent, il fait le choix de se résigner et devient ce que les autres veulent qu'il soit. Sa nouvelle personnalité, c'est-à-dire son masque, est créée. Cependant, à chaque masque correspond une trahison de soi, car si ces masques nous aident à prétendre ne pas être affectés, la blessure originelle, quant à elle, est toujours présente, malgré notre bonne volonté de vouloir l'enfouir au plus profond de notre inconscient. Comment reconnaître ces masques? Bien que notre ego fasse tout ce qu'il peut pour ne pas nous laisser voir nos plus grandes blessures, tant que la blessure n'est pas guérie, écrit Lise Bourbeau, elle se manifeste très facilement. Car si l'adulte cherche le plus souvent un coupable à l'origine de sa souffrance, selon Bourbeau, ce n'est pas ce que l'on vit qui fait souffrir, mais bien la réaction à ce que l'on vit à cause de blessures non guéries. En plus d'être attiré par des personnes porteuses des mêmes blessures que soi, l'importance de nos masques, son épaisseur, serait à mettre en rapport avec le degré de la souffrance ressentie. Ainsi, plus nous avons souffert d'une blessure, plus le masque serait conséquent. D'après Lise Bourbeau, ces masques ne seraient pas seulement d'ordre comportemental et affectif. La personne souffrant d'une blessure développerait un corps spécifique. Il serait d'ailleurs plus facile, selon l'auteur, de reconnaître la blessure grâce à l'aspect physique que par l'aspect mental et émotionnel. Si une blessure peut être dominante chez soi, il est plus rare d'en remplir toutes les caractéristiques et il serait assez courant qu'une personne soit touchée par plusieurs blessures. Notre développement corporel correspondrait, quant à lui, à la blessure la plus importante. Bien qu'il soit possible, d'après l'auteur, de développer plusieurs facettes physiques de plusieurs blessures. Lise Bourbeau souligne l'importance de porter son attention sur son ressenti plutôt que sur les mots et caractéristiques pour reconnaître la blessure qui nous touche le plus.
Car comme l'écrit l'auteur, nous pouvons par exemple expérimenter une situation de rejet et la vivre comme une situation de trahison. Voici donc un portrait de ces 5 masques correspondant à chaque blessure. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. La trahison. Trahir, c'est cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à une cause. C'est aussi abandonner ou livrer quelqu'un. Selon Lise Bourbeau, la blessure de rejet est vécue avec le parent du sexe opposé et se met en place avec le complexe d'Oedipe. La trahison est ressentie en situation d'inceste, de l'arrivée d'un autre enfant, mais aussi en cas de trahison dans le couple parental ou toute autre promesse faite à l'enfant dont l'engagement n'a pas été tenu. Cette blessure témoigne d'un trop grand attachement aux parents du sexe opposé et d'un complexe d'Oedipe non résolu. Elle est la résultante d'une relation avec un parent égocentré, se jouant de la séduction, faisant croire à l'enfant qu'il a besoin de lui. L'enfant voudra ou croira être spécial pour l'autre, ce qu'il va ensuite continuer à chercher à croire dans ses relations amoureuses. Ce qui maintiendra son leurre et lui permettra d'entretenir sa blessure de trahison en se trahissant lui-même. Afin d'éviter sa blessure, l'enfant va se créer un masque, le masque du contrôlant. Alors quel est le physique du contrôlant? Le corps du contrôlant est un corps qui exhibe la force, de larges épaules, le torse bombé chez les hommes. Cette force est plutôt concentrée au niveau des hanches, des fesses, du ventre et des cuisses chez les femmes. Le corps des femmes, revêtant le masque de contrôlant, se caractérise souvent par des hanches plus larges que les épaules. Le contrôlant possède un regard intense et un regard séducteur. Son regard lui sert autant à intimider l'autre afin de le garder à distance qu'à le séduire. Parlons maintenant de la personnalité du contrôlant. Les contrôlants sont, dans l'ensemble, des personnes qui prennent leur place et sont très physiques. On peut souvent observer chez ces personnes un côté « regardez-moi ». Pour le contrôlant, il est important d'aborder force et courage pour masquer ses blessures et pour masquer sa vulnérabilité. Pour le contrôlant, tout acte de lâcheté et de paresse est perçu comme une trahison. Il veille à sa réputation de personne forte et de personnes de confiance, car elle reflète, selon lui, son besoin de bien respecter ses engagements, d'être fidèle et responsable. Car bien qu'il lui soit quasiment impossible de faire vraiment confiance à l'autre, il ne peut supporter que les autres ne lui fassent pas confiance. Le contrôlant fait donc tout pour être responsable, fort, spécial et important. Car c'est sa façon de satisfaire son ego et surtout de ne pas affronter le fait qu'il se trahit lui-même. Le contrôlant est doté d'une forte personnalité et affirme sans mal son point de vue, qu'il cherche d'ailleurs à imposer aux autres. Rapide dans ses actions, travailleur, il peut se montrer un brin agressif, impatient et colérique, à qui ne répond pas à ses attentes. Son besoin de tout contrôler le pousse à diriger les autres, quitte à avoir recours à la séduction pour parvenir à ses fins. C'est pourquoi il lui est si difficile de parvenir au lâcher-prise et qu'il est difficile aussi pour lui de déléguer. C'est aussi la raison pour laquelle il a tendance à tout prévoir pour son avenir. Parlons maintenant du mode relationnel pour le contrôlant. Le contrôlant est celui qui a le plus d'attentes envers les autres, dû à son besoin de tout prévoir et de tout contrôler, et ce, dans le dessein de vérifier qu'ils ne vont pas le trahir. C'est pourquoi il a aussi tendance à éviter les situations de confrontation où il n'aurait pas le contrôle. Bien que le contrôlant ne supporte pas le mensonge, il lui arrive fréquemment de déformer lui-même la vérité, ce qu'il ne considère d'ailleurs pas comme un mensonge. Sa blessure est surtout vécue dans sa sphère amoureuse et sexuelle. Il a peur de l'engagement, car se voulant responsable et fort, tout engagement signifie pour lui une interdiction de retrait. En plus de sa peur
de se faire avoir de nouveau. Résistant à se confier aux autres, il a tendance à se mêler de tout, se croyant facilement plus fort que les autres. S'il prend les autres en charge, sous couvert d'une aide, c'est avant tout pour avoir le contrôle. Quelles sont ses peurs? Sa plus grande peur est la dissociation, qui serait pour lui synonyme de rupture. Selon Lise Bourbeau, l'auteur, la blessure de trahison s'accompagne souvent de la blessure d'abandon. Alors quels sont les obstacles à sa guérison? L'ego du contrôlant lui fait croire qu'il ne ment jamais, qu'il garde toujours sa parole et que personne ne lui fait peur. Mais c'est aussi ainsi qu'il alimente sa blessure, en se mentant, en se faisant croire des choses fausses et en ne tenant pas ses engagements vis-à-vis de lui-même. Il entretient aussi sa blessure en refusant l'aide des autres, à qui il ne peut accorder sa confiance. Derrière le masque se cache une personne rassurante, une personne protectrice, une personne capable de prise de décision rapide et une personne capable de déléguer. Sociable, elle est aussi une excellente comédienne, ainsi qu'une excellente oratrice. Le rejet. Rejeter, c'est repousser quelqu'un, ne pas vouloir l'avoir à ses côtés ou dans sa vie. La blessure de rejet est très profonde et se met en place très tôt dans la vie de l'enfant. Elle touche non seulement l'être en profondeur, mais aussi dans son droit d'exister. Selon l'auteur, Lise Bourbeau, la blessure de rejet est vécue avec le parent du même sexe. Dans son livre, elle précise que le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à nous aimer et à donner de l'amour. Le parent du sexe opposé nous apprend à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. En réponse à ce rejet, la personne finit souvent par rejeter le parent qui lui inflige cette blessure. Malheureusement, à travers ce parent, c'est lui-même qu'il rejette. Afin d'éviter sa blessure, l'enfant va se créer un masque, celui du fuyant. Alors, quel est le physique du fuyant? Au travers d'un corps qui semble vouloir disparaître, le fuyant exprime sa volonté de ne pas être trop présent, de ne pas être trop visible dans le groupe. Son non-droit à l'existence se révèle dans un corps pas totalement incarné. Souvent, il lui manque un morceau, les fesses, les seins, le menton. Avec un corps mince, étroit et contracté vers l'avant, le corps du fuyant exprime son besoin de se replier sur lui-même. Ses yeux sont souvent emplis de peur. Il développe souvent des problèmes de peau. Sa peau étant la première zone de contact, le fuyant s'assure ainsi de ne pas être touché. Le fuyant peut être sujet à l'anorexie. Il se nourrit de petites portions et préfère les mets sucrés. Quelle est la personnalité du fuyant? Le fuyant aura tendance à fuir dans son monde ou dans la lune. Il a une fantasmagorie très prolifique. Il pense ne pas être assez important pour avoir le droit à une place. Il aura aussi tendance à se croire nul, sans valeur. Une des caractéristiques du fuyant est d'ailleurs le fait de se dévaloriser sans cesse. Il a l'impression d'être en morceaux, de ne pas être branché sur la terre. Il préfère ne pas s'attacher aux choses pour pouvoir mieux fuir. La fuite est d'ailleurs le moyen de défense privilégié pour le fuyant. Il cherche la solitude non par préférence, mais par crainte de ne pas savoir quoi faire des attentions qu'il recevrait. Car en face d'attention, il craint de perdre tous ses moyens. Alors paradoxalement, il se crée des situations pour prouver qu'il existe et pour revivre sa blessure de rejet. Quel est le mode relationnel du fuyant? Le fuyant a du mal à croire qu'un autre puisse l'aimer. Le fuyant demeure dans le besoin de l'amour du parent du même sexe. Il croit ne pas être un individu complet sans cet amour non conquis. Le fuyant pense devoir subir des situations désagréables et surtout qu'il n'a pas le droit de riposter.
De toute façon, il est certain de ne pas être assez important pour pouvoir faire une demande à l'autre. Ces relations intimes sont le théâtre de grandes phases d'amour suivies de grandes phases de haine profonde. Le fuyant est d'ailleurs le masque le plus enclin à la rancune. Quelles sont ses peurs? Sa plus grande peur au fuyant est la panique et de se retrouver figé sur place. Le fuyant a aussi peur du jugement, car synonyme de rejet selon lui. En plus de sa peur de prendre trop de place, de gêner les autres, le fuyant est aussi pétrifié par le fait de commettre une erreur. Afin d'éviter cette peur, il aura tendance à être très perfectionniste. Alors, quels sont les obstacles à la guérison du fuyant? L'ego du fuyant lui fait croire qu'il s'occupe bien de lui et des autres. Ce faisant, il évite ainsi de reconnaître les rejets ressentis. Le fuyant alimente sa blessure à chaque fois qu'il se dévalorise, qu'il s'accuse de ne faire aucune différence dans la vie des autres. Derrière le masque se cache une personne débrouillarde, se cache une personne dotée d'une bonne capacité de créer, d'inventer et d'imaginer. Une personne efficace et attentionnée aux détails, apte à réagir et à faire ce qu'il faut lorsqu'une situation l'exige. Cette personne possède une aptitude particulière à travailler seule et à être autonome. C'est aussi une personne qui a la capacité de se retirer et être heureuse toute seule. L'abandon. Abandonner, c'est quitter, laisser, ne pas vouloir s'en occuper. Selon Lise Bourbeau, la blessure d'abandon est vécue avec le parent du sexe opposé. Ce parent peut être physiquement présent, mais affectivement et moralement absent de la vie de l'enfant. Cette blessure peut être la résultante de l'incapacité du parent à remplir ses responsabilités parentales. Peu importe les circonstances, celui qui souffre de la blessure d'abandon ne s'est pas senti suffisamment nourri affectivement. Lise Bourbeau met en avant la difficulté de distinguer la blessure de rejet de celle d'abandon. Afin d'éviter sa blessure, l'enfant va créer un masque, celui du dépendant. L'auteur, d'ailleurs, rappelle qu'il est important de distinguer le masque du dépendant de la dépendance affective. On peut très bien, en effet, souffrir de dépendance affective, mais ne pas revêtir le masque de la blessure d'abandon. Voyons maintenant quel est le physique du dépendant. Le dépendant a un corps plutôt long, plutôt mince, qui donne une impression d'affaissement, dû à un système musculaire peut-être un peu sous-développé. Il ne semble pas savoir quoi faire de ses grands bras, il a de grands yeux tristes qui semblent vouloir attirer l'autre. Le dépendant peut aussi utiliser la sexualité, non pas pour y éprouver du plaisir, mais comme moyen pour accrocher l'autre. Au niveau de l'alimentation, le dépendant peut être sujet à la boulimie, car il pense ne jamais en avoir assez. Quelle est la personnalité du dépendant? La principale caractéristique du dépendant est sa croyance qu'il ne peut arriver à rien tout seul et qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour tenir debout, pour le supporter dans la plupart de ses actions. Au travers de son masque, on peut y distinguer le petit enfant insécurisé qui a besoin d'aide. De tous les masques, le dépendant est celui le plus à même de devenir victime. Prêt à tout pour ne pas perdre l'autre, il est capable d'endurer des situations extrêmement difficiles plutôt que de rompre. Pour ce faire, le dépendant a souvent recours au déni de sa situation, en proclamant à qui veut l'entendre que tout va plutôt bien, plutôt que d'affronter son problème et prendre le risque, selon lui, d'être abandonné. Plus une personne cultive les situations de victime, plus sa blessure d'abandon est grande. Il lui arrive aussi de trop dramatiser des situations qui lui arrivent, recherchant, grâce à son statut de victime, l'attention qui lui manque tant. Une autre façon pour le dépendant de recevoir de l'attention est de revêtir les habits du sauveur. Le dépendant peut paraître comme une personne ayant des difficultés à se décider. Pourtant, cela ne révèle pas sa difficulté à faire un choix, mais repose sur son besoin de se sentir soutenu dans ses décisions.
D'où sa propension à demander conseil sans jamais les suivre. Car ce qui est véritablement recherché, c'est le soutien. Son besoin d'attention peut le pousser à occuper un poste où il peut avoir accès à un large public afin de combler son besoin de contact et d'attention. Quel est le mode relationnel du dépendant? Le dépendant fusionne facilement. Il pense que seul l'amour des autres peut lui permettre de tenir debout. Il a besoin de se sentir important et considéré. C'est pour cela qu'il a souvent recours au rôle de sauveur ou celui de victime. Sa recherche d'une présence constante d'un autre est aussi pour lui un moyen d'éviter de ressentir la tristesse qui l'habite au plus profond de lui-même, sans parvenir à la comprendre. Pour ne jamais la laisser monter en lui, il se gave de contacts et d'interactions. Par peur de ressentir de nouveau sa blessure d'abandon, le dépendant préfère ne pas s'ouvrir pour recevoir ou accepter l'amour d'un autre, car ce qui lui a tant manqué et fait souffrir pourrait de nouveau lui être retiré. Ce faisant, il sabote souvent son propre bonheur. Le dépendant préfère ne pas formuler de demande, car leur refus serait vécu comme un abandon. Alors quelles sont les peurs principales du dépendant? Sa plus grande peur est la solitude. Le dépendant développe toutes sortes de stratégies pour ne jamais se confronter à sa blessure d'abandon. Acceptation sans limite de situations abusives, rôle de sauveur, dramatisation de situations, etc. Tout est bon pour attirer l'attention et surtout ne pas se retrouver seul, ce qui provoquerait irrémédiablement le réveil de ses souffrances les plus profondes. Quels sont ces obstacles à la guérison? L'ego du dépendant le laisse croire à son indépendance. D'ailleurs, il est d'usage d'entendre le dépendant dire ô combien il se sent bien seul et n'a besoin de personne. Le dépendant nourrit sa blessure à chaque fois qu'il abandonne un projet qui lui tenait à cœur, qu'il se laisse tomber et qu'il ne s'occupe pas de lui-même. Il peut faire peur aux autres en s'accrochant trop à eux et s'arrange ainsi pour les perdre et se retrouver à nouveau tout seul. Le dépendant peut aller jusqu'à faire souffrir son corps et se créer des maladies qui peuvent être physiologiquement réelles afin d'attirer l'attention. Derrière le masque se cache une personne tenace. Derrière le masque se cache une personne persévérante dans ses demandes, naturellement gaie et sociable. Elle peut s'avérer être douée pour la comédie et venir en aide aux autres. Elle possède souvent des talents artistiques. L'injustice. Pour définir l'injustice, il est essentiel de se référer à son contraire, la justice. La justice se définit comme l'appréciation, la reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. A contrario, donc, celui qui souffre de la blessure d'injustice est celui qui ne se sent pas apprécié à sa juste valeur, qui ne se sent pas respecté ou qui ne croit pas recevoir ce qu'il mérite. Selon Lise Bourbeau, l'auteur, la blessure de rejet est vécue avec le parent du même sexe. L'enfant souffre de la froideur telle qu'il l'aperçoit chez son parent. Il souffre également de son autoritarisme, de ses critiques, de son intolérance et de son conformisme. Trouvant injuste de ne pas pouvoir être lui-même et de s'exprimer, la personne finit par se couper de son ressenti afin de s'épargner la souffrance de cette blessure. L'enfant va peu à peu se créer un masque, celui du rigide. Quel est le physique du rigide? Le corps du rigide est un corps droit, raide, bien proportionné. Son désir de perfection le pousse à vouloir un corps le plus parfait possible. Ses gestes sont aussi rigides, sans grande flexibilité. On peut le reconnaître grâce à sa peau claire, un regard brillant, une mâchoire serrée et un cou bien raide. Bien qu'il vive souvent du stress, le rigide est rarement malade. Non qu'il n'ait aucun symptôme, mais le rigide est très exigeant avec son corps. Et on respecte souvent les limites.
Sa rigidité se retrouve aussi dans sa sexualité, où il éprouve beaucoup de difficultés à se laisser aller, à ressentir du plaisir, à exprimer sa tendresse. Et pourtant, le rigide est quelqu'un qui aime plutôt particulièrement les tenues sexy affriolantes. L'alimentation du rigide est plutôt une alimentation salée, préférée aux aliments sucrés. Quelle est la personnalité du rigide? Le rigide, bien qu'il paraisse le contraire, est un être d'une extrême sensibilité qui a développé la capacité de ne pas la ressentir. C'est pourquoi ces personnes peuvent paraître froides et insensibles. Le rigide se caractérise par son besoin de rechercher la justice et ce qui lui paraît juste, sans avoir conscience que ses valeurs et critères sont les siens et ne sont pas universels. Selon lui, la justice s'incarne dans la perfection. Il se reconnaît par l'importance qu'il accorde au bien et au mal, au correct et à l'incorrect. Le bien, le juste, le correct peuvent devenir le but de sa vie. C'est pour cette raison que le rigide peut paraître contrôlant. Pourtant, loin de vouloir contrôler les autres, il veut surtout s'assurer que justice soit faite pour tout le monde. Attiré par tout ce qui est noble, il peut facilement être impressionné par un statut social ou une place d'honneur. Le rigide est certain d'être plus apprécié pour ce qu'il fait que ce qu'il est. Ce qui explique aussi son esprit perfectionniste et compétitif, mais aussi les doutes qu'il ressent face à ses choix. Il confond aisément discipline et rigidité. Alors que la discipline permet d'atteindre un but précis, le rigide s'attache surtout aux moyens employés pour atteindre ce but. Le rigide éprouve le besoin de se sentir digne de ce qu'il reçoit. Le mérite occupe une place de choix dans sa vie. S'il pense ne pas mériter ce qu'il reçoit, il s'arrange souvent pour le perdre. Le rigide éprouve beaucoup de difficultés à respecter et à connaître ses limites. Son désir de perfection est tel qu'il rechigne souvent à demander de l'aide, ce qui peut l'amener à expérimenter l'épuisement, voire beaucoup plus, comme le burn-out. Coincé dans sa politique du mérite, le rigide éprouve toutes les difficultés du monde à se détendre sans se sentir coupable. Alors quel est le mode relationnel du rigide? Le rigide évite avant tout d'être affecté par les autres. Lorsqu'il est ému, il se cache. Il préfère avoir recours à la dérision plutôt que de reconnaître sa sensiblerie. Pourtant, en société, le rigide est certainement la personne qui excelle le plus dans le partage. Son désir de justice est tel qu'il veille à ce que tout soit équitablement réparti. Dans son livre, l'auteur, Lise Bourbeau, cite d'ailleurs un exemple d'un repas de groupe dans un restaurant. Si le contrôlant veut prendre les choses en main lors de l'addition, en divisant la note par le nombre d'invités, eh bien le rigide, lui, élèvera la voix pour s'assurer que ceux qui ont moins consommé ne se retrouvent pas à payer plus que ce qu'ils doivent réellement. Le rigide craint beaucoup l'autorité car il a appris petit que celle-ci avait toujours raison. Le rigide est le plus enclin à ressentir de l'envie. Cependant, son émotion la plus courante est la colère, qu'il ressent le plus souvent envers lui-même lorsqu'il n'a pas vu juste, mais qu'il exprime le plus souvent en s'attaquant aux autres. Le rigide éprouve beaucoup de difficultés à se laisser aller aux sentiments et à recevoir, ce qui le fait passer le plus souvent pour une personne froide et peu affectueuse. Quelles sont ses peurs? Sa plus grande peur est la froideur. Le rigide éprouve autant de mal à accepter sa froideur que celle des autres. Le rigide est le plus souvent persuadé d'être un être chaleureux. Le rigide est aussi animé par la peur de se tromper, ne réalisant pas qu'en se blâmant pour ses erreurs, il fait preuve d'injustice envers lui-même. Quels sont les obstacles à sa guérison? Le rigide se leurre en éprouvant souvent le besoin de dire ô combien il est juste que sa vie est sans problème. Il aime croire qu'il a beaucoup d'amis, qu'il aime comme il est.
Il entretient sa blessure en étant exigeant avec lui-même, en ne respectant pas ses limites. Il alimente sa blessure à chaque fois qu'il se critique et préfère porter son attention sur les erreurs commises plutôt que sur ses qualités et ses vrais besoins. Derrière le masque se cache une personne ordonnée, soucieuse et très sensible qui sait faire preuve de discernement. Une personne autonome, enthousiaste et dynamique.